Alors, bienvenue à Battambang. Battambang, c'est une ville située à l'ouest du Cambodge. On y vient pour faire du bamboo train, on y vient pour voir la caverne des chauves-souris. Mais ici, derrière moi, c'est la représentation de la ville. C'est un dieu de race noire qui a trouvé un bâton dans la forêt, un bâton magique, et qui lui a donné toutes sortes de privilèges que je vous explique dans quelques instants. Mais pour l'instant, on peut voir des gens qui font l'offrande à ce dieu typiquement cambodgien, uniquement de la région. On apporte des offrandes, on fait des prières si on n'a pas de vêtements, de nourriture. Après 15 minutes, les offrandes sont vendues au marché à très bon prix et c'est redonné aux pauvres par la suite. Alors, nous sommes en plein cœur de la ville. Bienvenue à Battambang! Alors, je vous présente notre guide et notre chauffeur de tuk-tuk pour notre séjour à Battambang, Mr. Lizzy. Alors, il est très bon comme guide, il parle en anglais. Il est également très bon comme conducteur de tuk-tuk parce qu'ici, les rues, c'est assez chaotique. Alors, on va faire 2 excursions avec lui. On va aller en train de bambou et on va aller par la suite visiter les cavernes avec des chauves-souris. Bon séjour à Battambang! Battambang est la capitale de la province du même nom, frontalière de la Thaïlande. Seconde ville du pays, population estimée en 2024 à 151 000 habitants, elle est, depuis plus de 500 ans, le centre commercial principal des provinces occidentales peuplées par un mélange d'ethnies thaï, laotiennes, chinoises et khmères. Reliant la région à Phnom Penh et à la Thaïlande, la ville est un lien vital pour le Cambodge. Son nom veut dire littéralement « perdre le bâton » en khmer. Si plusieurs significations existent, celle se rapportant à la légende locale de Preabat Dambang Kranung semble être la plus répandue. Il s'agirait d'un géant devenu roi et qui, en voulant combattre un rival, lui aurait lancé un gourdin pour le tuer, mais manqua sa cible. Le bâton retomba et forma un ruisseau nommé Au Dambang. Pour finalement se perdre dans une région reculée qu'un des rois suivants ordonna de nommer province de Battambang. La ville que les Français trouvèrent en 1907 ne ressemblait alors en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'agissait plus d'une agglomération qui s'était développée le long de la rivière. La population ne dépassait guère les 100 000 habitants. Le Psar Nat, le marché principal, une architecture de style art déco de couleur jaune vif, fut inauguré en 1936. Battambang a su conserver une atmosphère provinciale qui lui confère un certain charme. La plupart des bâtiments sont de style colonial ou traditionnel cambodgien. Peu d'immeubles dépassent les 3 étages et les voitures cohabitent dans les rues avec les charrettes à traction animale. Alors, Battambang est une des grandes villes du pays. C'est très peu touristique. On en a vu vraiment peu. Et qui dit peu de touristes dit peu d'infrastructures, ou du moins concernant les rues, parce que les rues sont vraiment mal faites. Même les rues principales sont parfois en cailloux, et ce qui engendre beaucoup de poussière un peu partout. Et la salubrité laisse un peu à désirer. C'est pas tout à fait comme les autres villes qu'on a fait jusqu'à maintenant. À l'époque de la colonie française, c'était un palace du gouvernement français. Et maintenant, c'est devenu le musée historique de Battambang. On voit ici un autre monument de l'indépendance, justement, qui était fêté aujourd'hui. Alors, on voit encore le tapis rouge. C'était le jour de l'indépendance avec la France que les Cambodgiens ont fêté.
Alors, on est sur un petit Golden Gate que les gens du village appellent le Dancing Bridge. Voici pourquoi. Alors, notre guide nous dit que c'est très sécuritaire. OK, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de crocodile. Ce petit pont ici a été construit en 1996. Auparavant, c'était l'unique pont qu'on pouvait utiliser. Mais par la suite, les Japonais ont construit ce pont plus moderne, qui est accessible en voiture, à pied et en moto. Alors que celui-ci, les motos peuvent passer, comme vous pouvez voir. Ici, on retrouve une maison typiquement khmer qui date d'environ 100 ans. C'était construit en bois. Vous comprendrez bien entendu que ce n'était pas pour les personnes pauvres, c'était pour les personnes au pouvoir, les personnes riches. Ici, nous avons la première Bamboo Train Station, la station de Bamboo Train originale à l'époque, qui existe encore, mais qui sert de recueil actuellement pour les personnes sans-abri. Alors, ce petit train, c'est très simple. C'est une plateforme faite de tiges de bambou et de morceaux de métal trouvés un peu partout, avec des essieux comme ça, qui vont directement sur la rail. Pour transporter les villageois, les Cambodgiens, on n'utilise pas de petits tapis ni de coussins et ils peuvent être jusqu'à 15. Alors, il y a des touristes d'autres provinces qui viennent faire du Bamboo Train parce que c'est vraiment unique ici à la province de Parambak. Pour les touristes, on est maximum 5. On a le confort du petit coussin et du petit tapis de bambou. Alors, nous partons faire une aventure en Bamboo Train. Ce petit moyen de transport sur voie ferrée était utilisé au départ pour les personnes qui entretenaient les rails de chemin de fer. Au départ, les employés des chemins de fer n'avaient pas de moteur. Ils utilisaient des grands bouts de bambou pour faire avancer le petit véhicule. Mais par la suite, après la guerre civile, les habitants des villages ont ramassé des morceaux de tanks des ennemis, ont mis une plateforme en bambou avec un petit moteur pour utiliser les chemins de fer, les rails de chemin de fer qui étaient encore utilisables. Mais que fait-on quand on rencontre un autre train? Regardez bien. Alors, les préposés enlèvent un des trains, des rails, le placent sur le côté. Voilà, comme ça. Pourquoi pas enlever les roues? Eh oui, on enlève les roues. Et nous, on continue, comme ça.
Et les autres touristes embarquent par la suite dans leur train. Voilà. Et voilà. Pourquoi faire compliqué quand ça peut être simple? Ici, au Cambodge, rien n'est compliqué. Il n'y a pas de crise de cœur. Il n'y a aucun problème. Tout est beau. Et on continue. Alors, qui sont les conducteurs? Les conducteurs, c'est des membres d'une famille. À tous les jours, ils alternent, ils changent de famille pour donner la chance à tout le monde de pouvoir faire fonctionner le Bamboo Train. Alors, c'était très amusant et on a été vraiment rapide, plus rapide qu'on pensait. On peut aller jusqu'à 30 km. Mais avec l'effet des rails, ça fait un massage pour le dos, tout ça, tout inclus. Alors, comme vous avez vu, le train vient de passer et le train, c'est 2 fois par jour. Alors, à ce moment-là, la compagnie de train appelle la famille qui s'occupe du Bamboo Train et ils arrêtent, disons, de se promener en petit train de bambou le temps que passe le véritable train. Malheureusement, si ce train commercial devient plus populaire, les petits trains bambou ne pourront pas continuer. Donc, pour l'instant, nous, on en a profité et c'est tant mieux. Alors maintenant, nous sommes devant la caverne de la montagne Klong Sampo et à 17h30, des milliers et des milliers de chauves-souris sortiront de cette fente dans la caverne. Ça va être assez spécial. Alors, à 5h30, on va voir ça. Pour l'instant, on monte en haut de la montagne pour aller voir 2 cavernes, dont une qui s'appelle Killing Cave. C'est un endroit où les Khmers rouges ont assassiné 3000 personnes. À tout de suite. Alors, derrière moi, il y a une pagode en haut de la montagne. Durant la période des Khmers rouges, la pagode a été transformée en prison. Et on prenait les prisonniers et on allait les tuer dans la caverne de la tuerie, de Killing Cave. Et après la période sombre des Khmers rouges, ils ont refait une pagode avec ce temple qu'on va voir à l'intérieur. Ici, on voit une représentation du mauvais karma. Alors, qu'est-ce qui peut arriver aux gens qui ont un mauvais karma? Selon la doctrine bouddhiste, un mauvais karma correspond à un ensemble d'actions négatives engendrant elles-mêmes des conséquences négatives sur une personne. Une personne qui fait du mal autour d'elle et à qui on fait du mal en retour a par exemple un mauvais karma. Alors, avant la période des Khmers rouges, cette caverne s'appelait la Lakhon Cave, mais par la suite, on l'a appelée Killing Cave, qui se dit en Khmer Kmungmoch Cave. C'est de ce trou dans la caverne que les Khmers rouges projetaient les pauvres victimes innocentes et leur corps se fracassait en bas, très profond dans la caverne.
Malheureusement, il mourait sur le champ, car il venait de se faire trancher la tête et couper la gorge. Ici, on peut voir les crânes et les ossements des victimes qui ont été retrouvées directement dans la caverne après avoir été projetées du haut de l'orifice. C'est vraiment horrible. Et après la période des Khmers rouges, ce site fut transformé en sanctuaire bouddhiste pour la mémoire des victimes. Alors, on peut circuler comme ça dans la caverne de la tuerie. On descend dans différents petits souterrains. C'est vraiment spécial, c'est humide. Dites-vous qu'il y a plus de 3000 personnes qui ont été projetées par le fameux trou, par les sadiques Khmers rouges. On les aime pas. Faut faire attention à nos têtes parce que il y a des endroits plutôt bas. Et voilà. Cette plus petite caverne était pour les enfants. Comme je vous disais dans Killing Field, que lorsqu'on veut tuer les mauvaises herbes, il faut tuer les racines. Et la différence avec les adultes, c'est que les Khmers rouges n'égorgeaient pas les enfants. Ils les tiraient vivants dans le trou. Ils se fracassaient le crâne ou agonisaient en bas. Seuls dans l'agonie. Incroyable. Nous allons maintenant visiter une deuxième caverne qui s'appelle la Han Setani, qui veut dire la caverne de l'huile. De l'huile, mais ici on parle de gasoline. Parce que semble-t-il que c'est ici qu'on pouvait extraire le pétrole. Vous voyez les petites lianes comme ça qui descendent du plafond de la caverne? Alors avec le temps, ils sont devenus d'immenses gros arbres comme ça, après des centaines, voire même des milliers d'années. Ah! Le guide nous fait encore monter des marches. Monter des marches. Et monter des marches. Et voici le panorama qu'on a vu d'en haut. Maintenant, on se dirige vers la sortie des chauves-souris. Nous voici rendus à notre point de départ pour voir la sortie des chauves-souris qui, semble-t-il, seront par millions. Alors, ça va être un spectacle de la nature vraiment spécial. Bon spectacle! Alors, les gens se sont réunis ici pour voir la sortie des chauves-souris dans quelques minutes. Les chauves-souris sortent des grottes de Phnom Samphof au coucher du soleil pour aller chasser les insectes. Ce phénomène se produit chaque soir et attire de nombreux curieux venus assister à ce ballet aérien impressionnant. Les chauves-souris s'élancent en une longue file indienne, dessinant des formes fascinantes dans le ciel crépusculaire. La population de chauves-souris est si importante qu'il faut parfois plus de 20 minutes pour que la grotte soit vide. Une fois dehors, il est étonnant de voir les animaux filer dans le ciel. Les hordes de chauves-souris volantes semblent peindre l'air de formes noires fluides, formant une série d'images saisissantes sur un ciel teinté des dernières couleurs du coucher de soleil. Il s'agit de chauves-souris à lèvres ridées, Cheraephon plicatus.
Seulement 13 colonies de l'espèce sont connues au Cambodge. On estime qu'elles abritent plus de 6,5 millions de chauves-souris au total, et les colonies de la région sont parmi les plus grandes du pays. Ces chauves-souris volent jusqu'à 50 km de leur dortoir chaque nuit pour chasser les insectes qui ravagent les récoltes, comme les cicadelles qui peuvent détruire jusqu'à 60% de la récolte de riz. Comme chaque chauve-souris mange 50 à 100% de son propre poids, environ 15 grammes, chaque nuit, les colonies au Cambodge évitent probablement la perte de plus de 2000 tonnes de riz par an. Cela équivaut à suffisamment de riz pour nourrir plus de 21 000 Cambodgiens chaque année. De grandes colonies de chauves-souris à lèvres ridées sont de plus en plus rares en Asie du Sud-Est en raison de la chasse et de l'exploitation minière des collines calcaires où elles vivent. Comme le veut la tradition, on vous présente Patang Bang by Night. Ceci met fin à notre séjour dans la ville de Patang Bang. En espérant que vous avez apprécié les petits reportages que j'en ai faits, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre aventure, une autre activité, quelque part dans le monde. À bientôt!